Donc l'année dernière, à l'occasion du 11 novembre, je vous avais parlé d'Abel le Roi. J'avais commencé par lui parce que comme on habite dans les lieux qu'il a habités également, c'est une façon de lui rendre hommage en premier. Mais comme vous le savez, on vient de voir, il y a une vingtaine d'Arlésiens qui ont été tués pendant la guerre 14. Donc je vais les dire un petit mot sur chacun. Pas aujourd'hui, j'en ferai un par un. Aujourd'hui, je vais vous parler de Canda-Georges, mais les années suivantes, je vous parlerai des autres morts pour la France en suivant un ordre chronologique. Et en même temps, j'essaye de resituer dans le cadre de l'histoire de la guerre 14. Donc, aujourd'hui, comme sur Canda-Georges, je n'ai pas énormément d'informations parce que je n'ai pas réussi à contacter la famille s'il en reste. On m'avait donné des coordonnées sur Albert, j'ai écrit mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, Canda-Georges, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire si c'est nécessaire. Au niveau du déclenchement de la guerre 14. Hein. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un topo sur toute la guerre 14, mais juste le déclenchement et les quelques mois qui ont des opérations militaires jusqu'au moment du décès de Georges Canda. Voilà. Donc je vous rappelle quand même que c'est une guerre qui a fait 20 millions de morts, à peu près 10 millions de militaires, 10 millions de civils, il y a eu 20 millions de blessés. Et rien que pour la France, il y a eu 1 300 000 tués, soldats tués. Voilà. Pourquoi il y a eu cette guerre? C'est quand même, il faut quand même se souvenir des raisons de cette guerre. Donc, il faut se remettre dans l'époque. On est à la fin 19e, début 20e. C'est l'époque où les nations européennes se développent sur le plan économique. Il y a une expansion coloniale considérable. Les Anglais et les Français, par exemple, se partagent l'Afrique. Il y a même eu des divergences entre les Anglais et les Français, passons. Et il se trouve que l'Empire allemand, gouverné par Guillaume II, a raté le coche de la colonisation. Donc ils ont très peu de territoires coloniaux. Et vous savez que les colonies, ça sert à récupérer des matières premières et de la main-d'œuvre. Donc l'Empire allemand est un peu frustré au niveau des guerres coloniales. Ils essayent de s'implanter au début du XXe siècle, dans les années 1905-1910. Ils essayent de s'implanter au Maroc. Il y a des incidents diplomatiques. Il y a même eu des menaces de guerre à ce moment-là parce que l'Allemagne a envoyé des bateaux de guerre dans les ports du Maroc et ça ne plaisait pas du tout aux Français et aux Anglais. Donc il y avait déjà une tension à ce niveau-là entre l'Allemagne et la France et l'Angleterre. Autre sujet, au niveau économique, c'est toujours les raisons fondamentales, c'est que l'Allemagne a eu un développement industriel considérable après la guerre de 1970 et elle inonde de produits manufacturés l'Angleterre et la France. Et ça ne plaît pas beaucoup, évidemment, aux pays qui sont concernés. C'est un peu comme aujourd'hui, vous savez, l'histoire, elle se répète un peu différemment, mais il y a quand même des cycles, et comme les produits chinois aujourd'hui. Troisième grande raison de ce conflit, c'est qu'il y a des disparités démographiques importantes entre la France et l'Allemagne, dont la démographie se développe alors que la France stagne. En plus de ça, comme vous le savez, suite à la défaite de 1971, de la guerre de 70, la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et la perte de ces deux départements est devenue un symbole en France de l'esprit de revanche. Et dans les livres scolaires, dans les chansons, etc., l'Alsace et la Lorraine, qui a été perdue, tient une place très importante. Donc vous voyez qu'en début de ce siècle, il y a un climat de tension assez important. En plus de ça, il y a eu un système d'alliance très compliqué entre les différents pays qui expliqueront la mondialisation de la guerre 14. À savoir qu'il y avait des alliances entre la Russie, la France et l'Angleterre, et il y a eu des alliances entre l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, l'Empire ottoman, la Turquie, qui vont expliquer qu'au moment du déclenchement de la guerre, du fait des alliances militaires des uns et des autres, tout le monde va se taper dessus allègrement. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau des états-majors militaires, il y a des idées qui n'ont pas beaucoup évolué et ils en sont encore un peu restés à la guerre de 1970. Et évidemment, en 30 ans, les progrès technologiques avaient fait il y a eu des progrès considérables et qui ont fait que les militaires de cette période-là avaient une conception de la guerre un peu retardataire. Ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait de l'artillerie lourde, des mitrailleuses, des choses comme ça. Dans les écoles militaires, on apprenait encore qu'il fallait courir baïonnette au canon, les gants blancs et tout, etc., sus à l'ennemi, mais ils avaient oublié quelques mitrailleuses bien placées et on fauche tout un régiment. Voilà. Et en plus de ça, autre erreur fondamentale de l'état-major français, ils avaient un très bon canon de 75 dont tout le monde a parlé effectivement. C'était un très bon canon qui tirait à 4 km, mais ils s'étaient dit, comme nous, on va foncer sur les Allemands et qu'on va être à Berlin en 3 semaines, c'est pas la peine d'avoir d'artillerie lourde. Donc tout était mis sur l'artillerie à courte portée, et comme les Allemands, eux, ils avaient de l'artillerie à longue portée, vous pensez bien que quand on peut tirer à 4 km, eh ben on n'arrive pas à taper sur des canons qui peuvent tirer à 15 ou 20 km. Donc il y a eu énormément de morts, notamment au début de la guerre, du fait de ce développement des armes, notamment artillerie lourde et mitrailleuse. Vous en entendrez parler sans doute quand il y a des documentaires et des choses comme ça. Donc, comment s'est déclarée la guerre? Donc, vous voyez, il y avait tout pour que les gens y se tapent dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 28 juin 1914, à Sarajevo, en Bosnie, l'archiduc François Ferdinand a été assassiné par des Bosniaques. En fait, ils étaient bosniaques, mais ils étaient téléguidés par les Serbes. Alors, je vous fais grâce de toute la complexité du système. Toujours est-il que le François Ferdinand, qui était l'héritier du royaume de l'Autriche, l'Autriche a voulu contraindre la Serbie à arrêter de... Il y avait une rivalité entre l'Autriche et la Serbie. Les Serbes critiquaient les Autrichiens, ils envoyaient des espions, etc. Et donc, l'Autriche a envoyé un ultimatum à la Serbie. Il faut nous livrer les coupables, parce qu'il y avait un complot serbe contre l'Autriche-Hongrie, et puis on va vous envoyer des policiers pour faire l'enquête en Serbie. Et évidemment, ça, c'était fait pour que les Serbes refusent. Donc les Serbes refusent l'ultimatum, et l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Et du fait des alliances multiples dont j'ai parlé tout à l'heure, les Serbes étaient alliés avec les Russes. Donc les Russes ont déclaré la guerre à l'Autriche, mais comme la Russie était alliée avec la France, il y avait les accords franco-russes qui dataient de la fin du 19e. Donc tout le monde s'est mutuellement déclaré la guerre, et ça a pris des proportions énormes parce que les Turcs s'y sont mis parce qu'ils avaient peur de la Russie, de l'expansion de la Russie. Tout le monde s'est déclaré la guerre, même jusqu'au Japon. Alors l'Italie, qui est entrée dans la guerre un peu plus tard, était au début alliée avec les Autrichiens, mais en fait, dans un premier temps, ils ont dit qu'ils seraient neutres, et puis après, ils se sont mis avec les Alliés, les Anglais et les Français. C'est pour ça que les Italiens étaient de notre côté. Là, je suis essoufflé parce que j'ai été vite, parce qu'il y avait beaucoup plus à dire. Donc, on revient, donc ça c'était au mois de juillet, les choses ont été très rapidement, parce que donc le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie, le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, et la France déclare la mobilisation générale. Et le 3 août, l'Allemagne, sans déclarer la guerre, entre en Belgique, et évidemment, à ce moment-là, la France et l'Angleterre vont déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc, je vous passe les détails, mais ça a été le déclenchement de la guerre 14. Donc, il y a un petit fait, disons,
cet assassinat de Ferdinand, ça aurait très bien pu être... il y a eu des efforts diplomatiques de l'Angleterre, d'ailleurs, pour éviter que la guerre se déclenche. Mais comme tout le monde avait un peu envie de se taper dessus, voilà ce qui s'est passé. Alors... j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, les opérations militaires, ça va très vite. Les Allemands avaient un plan qui était d'envahir la France en passant par la Belgique. Bon, les Français, eux, ils s'attendaient à ce que les Allemands, ils viennent plutôt du côté de l'Alsace et la Lorraine. Eux, les Français ont attaqué en direction de l'Alsace et la Lorraine, et les Allemands, eux, ils ont voulu passer par la Belgique. Ils pensaient que les Belges ne résisteraient pas. Manque de chance, le petit royaume belge avec Albert Ier a résisté beaucoup plus longtemps. Ils ont été obligés de s'incliner devant les forces allemandes, mais ils ont réussi à résister quelques jours supplémentaires, et donc ce qui a permis à l'armée française de se déplacer de l'Alsace-Lorraine pour aller vers la Belgique. C'est pour ça qu'on verra que certains des soldats de Barly, certains ont été tués en Belgique. Souvenez-vous, Abel Leroy, il a été tué en Belgique sur la côte. Alors, un bref rappel des opérations militaires. Donc, en 1914, la guerre se déclare, les Allemands foncent vers Paris parce que les Français pensaient être à Berlin en 3 semaines, les Allemands, ils pensaient être à Paris en 3 semaines aussi. Ils pensaient que la guerre serait très courte, mais la réalité des choses a été totalement différente. Donc, les Allemands traversent la Belgique plus difficilement qu'ils le pensaient, et après, ils avancent très vite parce que les troupes françaises ne sont pas en position, s'étaient pas préparées à une attaque du côté de la Belgique. Donc, ils ont reculé jusqu'à Château-Thierry. Château-Thierry, c'est tout près de Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que les Allemands étaient tellement confiants d'eux, comme ils rencontraient relativement peu de résistance, au lieu de faire un mouvement tournant autour de Paris, c'est-à-dire de descendre au sud de Paris pour cerner les troupes françaises qui étaient plutôt du côté de la Champagne, d'Alsace, etc., ils ont tourné trop tôt, ils ont tourné au nord de Paris. Et quand l'état-major français s'est aperçu de ça, grâce à une reconnaissance aérienne, ils ont vu que les troupes allemandes tournaient et montraient leur flanc à la région parisienne. Gallieni et l'état-major français a eu l'idée justement de contre-attaquer les troupes allemandes qui présentaient leur flanc. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire des taxis de la Marne. Donc, il y a un petit... les taxis de la Marne, c'est 4000 hommes qui ont pu être transportés rapidement sur le front. Mais ça peut être important, dans certains cas, ça fait la différence. Mais il y avait d'autres troupes françaises qui se sont précipitées sur le flanc des troupes allemandes. Et comme il y avait plusieurs corps d'armée allemands, il y a eu si vous voulez, des manques de communication entre ces différents corps d'armée, et l'armée française a pu s'introduire à l'intérieur de cette masse qui a avancé, et c'est la victoire de la Marne où les armées françaises ont réussi à contenir les armées allemandes et les repousser de quelques dizaines de kilomètres. Ça n'a pas été... C'est une victoire passive, si vous voulez, mais s'il n'y avait pas eu cette victoire-là, l'armée française aurait été encerclée et la guerre aurait effectivement été terminée. Alors, donc, les troupes se retrouvent à peu près au niveau de l'Aisne, et il y a une période, un moment de flottement, parce que les Allemands s'aperçoivent qu'ils ne vont pas pouvoir aller aussi vite qu'ils auraient voulu, et quelle est la solution après? Les deux armées se retrouvent face à face. L'idée des Allemands, c'est de foncer vers le nord pour atteindre Calais. Parce que, comme la France était alliée à l'Angleterre, les Anglais avaient envoyé un corps expéditionnaire, et le chemin le plus court pour débarquer les troupes anglaises pour renforcer les troupes françaises, c'était de passer par Calais. Donc les armées allemandes se dirigent vers le nord. Mais évidemment, les Français, voyant le mouvement, ont fait la même chose de leur côté. Et ce qu'on a appelé la course à la mer. Donc, pour vous situer les dates à peu près, la guerre est déclarée en août,
la bataille de la Marne, c'est mi-septembre, et à partir d'octobre-novembre, les armées allemandes et françaises font la course pour atteindre le plus rapidement possible la côte belge, en fait, et ils se retrouvent du côté de Dunkerque, Nieuport, là où a été tué d'ailleurs Abel Leroy. Voilà. Alors, les deux armées se retrouvent donc face à face dans une ligne, une diagonale entre, disons, Reims et Dunkerque, et les deux armées s'affrontent, et comme elles s'aperçoivent que ni l'une, il y a bien des attaques, mais attaque, contre-attaque, etc., les hommes tombent, mais il n'y a pas de résultat sensible. Donc l'hiver arrive, et les deux armées se trouvent l'une en face de l'autre jusqu'à la mer du Nord. Et donc à ce moment-là, il y a un arrêt des grandes batailles. Bon, il y a des petits combats locaux, mais... et donc on arrive à l'année 1915. L'année 1915, c'est une année où il n'y a pas eu de grands combats. Chacun mène l'offensive, contre-offensive, et c'est là où commence la guerre des tranchées, parce que les deux armées s'aperçoivent qu'elles ne pourront pas gagner rapidement, donc elles s'enterrent parce qu'il y a l'artillerie, les mitrailleuses, et il faut absolument tenir le front, donc chacun reste sur ses positions. Donc j'arrête là pour le rappel historique qui était assez long, excusez-moi, mais c'est assez compliqué. Et donc je vais vous parler de Canda Georges, qui est le premier mort barlésien de la guerre 14. Bon, il y a eu beaucoup de morts entre le mois d'août et le mois de décembre 14. Il y a eu une journée où il y a eu plus de 26 000 morts. Au moment de la bataille de la Marne, ça a été épouvantable. Et à ce moment-là, les soldats étaient quand même très surpris de l'utilisation des nouvelles armes, notamment les mitrailleuses et l'artillerie, qui avaient des capacités qui étaient multipliées par rapport à ce que certains avaient connu en 1870. Les généraux français, certains, étaient à l'école de guerre au moment de la guerre de 70. Donc vous pensez qu'ils avaient une formation intellectuelle qui les avait préparés à un type de guerre qui correspondait à la guerre de 70, mais pas du tout à ce qu'ils allaient connaître au niveau de la guerre 14, qui a été l'industrialisation de la guerre. Bon, donc j'en reviens à M. Canda Georges. Donc lui, il est né en 1888. Quand la guerre, en 1914, il a 26 ans. Donc lui, il fait partie des troupes. Abel Leroy était dans la territoriale parce qu'il avait une quarantaine d'années. Les hommes jeunes, eux, c'était eux qui iraient en première ligne. Georges Canda, lui, il devait être un homme costaud et dynamique parce qu'il a été incorporé à Abbeville dans un bataillon de chasseurs à pied. Alors en 1914, les chasseurs à pied, c'était une sorte de troupe d'élite. C'était ceux qui précédaient le gros des troupes en tant qu'éclaireurs, qui étaient les premiers à rencontrer l'ennemi, à se battre avec lui et à rendre compte de ce qui se passait au gros de l'armée, pour que l'état-major puisse agir en fonction des circonstances. Donc ça devait être un gars assez dynamique et costaud. Donc il est mobilisé donc, le 1er août 14, et lui, son régiment, contrairement à tous ceux qui vont sur Abbeville, son régiment était basé à Étain. Étain, c'est dans la Meuse, c'est tout près du front. Ce qui va faire que, mobilisé le début août 14, dès les premiers jours de la guerre, il va être confronté au combat. Alors, il va suivre les armées françaises de choc, si vous voulez, et les armées françaises de choc, au début de la guerre, vont d'abord se porter au secours de l'armée belge, qui se défendait comme elle pouvait, mais c'est un petit pays, donc ils n'avaient pas une armée extrêmement importante. Donc l'armée française, une partie tout au moins, se porte en Belgique. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de soldats français qui ont été tués, non il y a eu ceux qui ont été tués sur la côte, mais il y a eu ceux aussi qui sont rentrés à l'intérieur de la Belgique, si vous voulez, vers le Luxembourg.
dans ce secteur-là. Ils ont été obligés de reculer parce que devant la poussée des armées allemandes. Donc Kanda, il se retrouve, disons, dans les troupes de choc, il va se battre en Belgique, et puis, avec le reste de l'armée, il recule, jusqu'à la bataille de la Marne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les troupes françaises profitent du mouvement tournant des Allemands et arrivent à les arrêter. Donc il est encore sur ce coup-là. On arrive... Il y a des documents qui permettent de suivre au jour le jour les régiments, parce que chaque régiment doit faire un compte-rendu jour par jour des activités du régiment. Les archives de l'armée ont numérisé tout ça, on peut y accéder par Internet, c'est passionnant, mais il peut arriver que certaines fois, ce fameux livret où les militaires y marquaient ce qui se passait dans la journée, ben, il était détruit, pris par l'ennemi, etc. Donc, pour Kanda, je n'ai des informations sur le déplacement de son unité que jusqu'au 31 décembre 1914. Après 14, oui, pour l'année 1915, on peut que supposer des choses en fonction de l'endroit où étaient disposées les armées. Donc, toujours est-il que Georges Kanda, après la guerre, après la bataille de la Marne, donc les armées vont se faire la fameuse course à la mer, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'atteindre le plus rapidement possible la côte de la mer du Nord pour empêcher les Allemands qui voulaient atteindre Calais d'atteindre Calais. Donc Kanda, lui, il va être envoyé en pointe et on va le retrouver pas loin d'Abel-le-Roi, près de Dixmude, Dunkerque là-bas, où les forces françaises, alliées aux Belges et aux Anglais, s'opposaient aux troupes allemandes. Et dans des conditions extrêmement difficiles, parce que c'est le mois d'octobre-novembre, il commence à faire froid. En plus de ça, les Belges, pour retarder l'armée allemande, ont inondé toutes les plaines, et vous savez que c'est le plat pays, la Belgique. Donc les soldats ont même pas la possibilité de creuser des tranchées profondes parce qu'il y a de l'eau, ils sont toujours mouillés, c'est des conditions de vie épouvantables. Et ils seront obligés de tenir pendant des mois, puisque le front va quasiment pas bouger à ce niveau-là. Donc, en fin d'année 14, Kanda est donc en Belgique, et progressivement, son unité, la 42e division d'infanterie, redescend. Il est relevé sans doute parce que compte tenu des conditions difficiles, et progressivement, son unité redescend vers le sud, et il va se retrouver à peu près au même endroit où il était au début de la guerre, près d'Étain, qui était son lieu de casernement, et début 1915, donc au mois de février, les unités, après quelques temps de repos, remontent au combat, et c'est à ce moment-là, au mois de février, que Georges Kanda, donc, qui est tué, mais on n'a pas de précision supplémentaire sur la façon dont il est mort. Il a vraisemblablement été blessé, puisque sa fiche militaire indique qu'il est mort à l'hôpital Valmy de Sainte-Menehould, qui est dans le secteur de la Meuse, là-haut. Et donc, il est mort des suites de ses blessures, et il y avait un grand hôpital, et à côté de l'hôpital, il y a un cimetière militaire très important, puisqu'il y a 5400 tombes. Et il est possible que, là, je n'ai pas d'informations complémentaires, mais que Georges Kanda soit inhumé à Sainte-Menehould. Voilà les informations que j'ai pu avoir sur lui. Donc, peut-être que la famille va se manifester, puisque je leur ai écrit, mais bon, vous savez ce que c'est pour trouver des éléments. Je demande si les gens ont des éléments, des photos, des courriers, des souvenirs. Bon, mais ça demande un peu de temps pour être rassemblé. Donc, voilà où j'en suis dans mes recherches. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. Merci de votre attention.